La pièce n'était pas seulement silencieuse. C'était à couper le souffle. Le genre de silence qui ne réconforte pas, mais qui comprime. Il enveloppait les poumons de chaque journaliste, de chaque délégué, de chaque assistant dans cette salle de bal comme un point invisible. Personne n'a bougé. Personne n'a cligné des yeux. La conférence de presse internationale était déjà tendue. Mais ça, c'était différent. Quelque chose d'électrique persistait dans l'air, comme de l'électricité statique avant l'éclair. Au fond de la pièce, les caméras émettaient des clics doux, incertains, comme si elles aussi attendaient la permission de respirer. Au centre, deux personnages se tenaient sous les lumières flamboyantes. Le président Joe Biden, leader du monde libre, et, en face de lui, une force tranquille de présence, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le plus jeune chef d'État dans la salle. Le contraste était frappant. Biden, aguerri, délibéré, sérieux, réservé, calme, sa posture silencieuse mais inébranlable. Il n'avait pas encore parlé, pas un mot. Mais la tension entre eux et autour d'eux était presque tangible. Des murmures avaient précédé ce moment. Des histoires de relations tendues, de malentendus culturels, de rumeurs silencieuses de désaccords. Certains ont qualifié Traoré de joker, trop jeune, trop audacieux, trop différent. D'autres murmuraient qu'il était quelque chose de rare, un leader façonné non pas par la politique, mais par la douleur. Mais personne ne s'attendait à cela. Dans un moment si soudain qu'il semblait impossible, le président Biden s'est avancé. Aucune annonce, aucun avertissement, aucun signal diplomatique. Il ouvrit ses bras et serra Ibrahim Traoré dans ses bras. Ce n'était pas une poignée de main polie ni une étreinte raide pour une séance photo. C'était une étreinte humaine très serrée, un geste qui a figé le temps. Des halètements résonnèrent dans la pièce. Les journalistes ont failli laisser tomber leurs stylos. La sécurité a tremblé pendant un bref instant. Même le dynamisme des caméras semblait stupéfait par ce qu'elles voyaient. Il ne s'agissait pas simplement d'une violation du protocole. C'était émouvant, brut. Un câlin lors de cette conférence de presse, avec cet homme. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Qu'est-ce que cela signifiait? Les gros titres viendront plus tard. L'analyse, les éloges, les critiques. Mais à ce moment précis, rien de tout cela n'avait d'importance. Dans cette étreinte, quelque chose de sacré s'est passé entre les deux hommes. Quelque chose qu'aucun microphone ne pourrait capturer. Traoré ne s'est pas éloigné. Il n'a pas bronché. Mais si vous regardiez attentivement, si vous observiez vraiment, vous le verriez. Un déplacement dans ses épaules, un clignement des yeux plus long que d'habitude. Il tenait quelque chose, portait quelque chose. Et pendant une seule seconde bouleversante, il n'était pas seul. Les appareils photo ont flashé. Le silence s'est déclaré. Le monde regardait et restait muet. C'était le genre de silence qui suit l'éclair, pas le vide, mais la crainte. Parce que dans un monde construit sur des discours, des signatures et des jeux de pouvoir, il y avait là quelque chose d'autre. Quelque chose d'humain, un câlin. Et l'histoire de cette étreinte est venue avant elle. Ce que cela signifiait et ce que cela allait changer ne faisait que commencer. Les images ont fait le tour du monde comme une traînée de poudre. En quelques minutes, tous les grands réseaux avaient le clip. Tous les flux de médias sociaux ont été inondés. Biden serre Traoré dans ses bras, criait le titre. Inattendu. Sans précédent. Que vient-il de se passer? Pour certains, c'était du théâtre politique, un geste calculé. Pour d'autres, une véritable démonstration de respect. Mais la vérité est plus profonde que n'importe quel titre n'oserait l'évoquer. À Washington, les journalistes se sont empressés d'interpréter le geste. Les analystes ont élaboré des théories, était-ce une nouvelle alliance? Une réinitialisation diplomatique? Un accord caché signé à huis clos? Mais aucune de ces explications ne pouvait répondre à une question obsédante. Pourquoi cela semblait-il si réel? Parce que c'était le cas. Pendant les jours précédant la conférence de presse, Ibrahim Traoré avait à peine dormi. Il ne se préparait pas seulement à faire une déclaration, il portait sur ses épaules la voix de tout son pays, une nation épuisée par les difficultés, un peuple qui a désespérément besoin d'être vu, entendu, compris. Traoré était arrivé au pouvoir non pas par cérémonie, mais par le chaos. Et le chemin qu'il a parcouru depuis a été pavé de sacrifices. Et Biden, le président des États-Unis, n'avait pas prévu cette étreinte. Son équipe ne l'avait pas préapprouvé. Il n'y avait pas de notes de discours, pas de mémo, pas de chorégraphie diplomatique. Cela venait de quelque chose de plus ancien que la politique, de quelque chose de plus profond que la stratégie. Cela venait de la mémoire. Parce que dans les jours précédant cette conférence, Biden s'était souvenu de quelque chose que très peu de gens savaient, quelque chose de privé. Une réunion nocturne hors enregistrement, loin des lumières clignotantes, une conversation dans une pièce sombre entre deux hommes qui n'auraient dû avoir rien en commun, mais qui l'ont eu. Traoré avait parlé cette nuit-là avec une clarté tremblante. Il a parlé des villages qu'il avait visités où les enfants ne souriaient plus.
Il a parlé de marchés réduits au silence par la peur, de mères sans nom pour pleurer, d'un ami qu'il avait enterré de ses propres mains. Et Biden n'a pas réagi en tant que président. Il a réagi comme un père, un homme qui savait ce que signifiait porter le deuil et rester présent. Cette étreinte sur le podium, ce n'était pas une question de politique. C'était l'écho de ce moment privé, un pacte muet entre deux hommes qui comprenaient que derrière chaque leader se trouve un cœur humain. De retour dans la salle de presse, l'atmosphère avait changé. Les journalistes chuchotaient, mais ils chuchotaient différemment maintenant. Quelque chose de sacré venait de passer devant eux, et aucun d'entre eux ne savait quoi écrire. Sur Twitter, les voix s'affrontaient. Certains l'appelaient faiblesse, d'autres grâce. Mais au Burkina Faso, les radios crépitaient de vie. Des familles se sont rassemblées autour de petits téléviseurs. Les agriculteurs s'arrêtaient dans les champs. Les enfants se rapprochaient de leurs parents parce qu'ils avaient vu quelque chose que le monde oublie souvent, que même les personnes les plus puissantes de la planète sont capables de compassion. Et pendant un instant, juste un instant brillant, le monde ne parlait pas de division. Il parlait de connexion. Un simple câlin, une histoire compliquée et une histoire qui n'était pas terminée. Même pas proche. Bien avant les caméras, bien avant les gros titres, il y avait une pièce silencieuse, sans particularité, nichée au fond d'une ambassade étrangère, à l'abri du bruit du monde. Pas d'aide, pas de presse, juste deux chaises, une lampe et deux hommes, Joe Biden et Ibrahim Traoré. Ce n'était pas prévu. Cela n'était pas censé arriver. Mais parfois, les moments les plus importants ne sont inscrits dans aucun ordre du jour. Biden avait demandé du respect de la vie privée. Il ne voulait pas de preneur de notes ni de conseiller. Juste le temps. Il était temps de comprendre ce jeune homme que le monde n'arrivait pas à comprendre. Traoré entra dans la pièce sans fanfare. Aucune escorte militaire. Pas d'entourage. Juste un signe de tête silencieux. Il s'est assis. Biden hocha la tête en retour. Et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Le silence dura suffisamment longtemps pour ressembler à une question. Puis Traoré commença à parler doucement. Il ne s'agissait pas de politique, ni de commerce, mais de souffrance. Il parla d'amis qui étaient morts en essayant de protéger un seul village, d'une école détruite quelques jours avant son ouverture, de la main d'un enfant alors qu'il rendait son dernier souffle parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à des kilomètres à la ronde. Sa voix ne tremblait pas. Ses yeux ne se remplirent pas de larmes, mais quelque chose dans sa façon de parler était mesuré, retenu, plus profond que n'importe quel cri. Il parlait comme un homme qui en avait trop vu, trop jeune. Puis, pour la première fois cette nuit-là, Biden s'est penché en avant et a raconté sa propre histoire, celle d'un matin de décembre qui a brisé sa vie, la perte de sa première femme, de sa fille, le poids du retour au service public alors que son âme était encore boiteuse, et plus tard du fils de Beau, son soldat, sa fierté, dont la lutte contre la maladie l'a presque brisé. Deux hommes, deux mondes. Mais dans cette petite pièce, il n'était que deux pères, deux personnes en deuil, deux survivants. Pour la première fois, Biden ne considérait pas Traoré comme jeune. Il le voyait comme un homme vieux, usé par le chagrin. Aucun âge ne devrait le savoir. Et Traoré ne considérait pas Biden comme vieux. Il le vit encore saigner de blessures que les caméras ne captent jamais. Cette nuit-là, aucun accord n'a été conclu. Aucun traité signé. Mais quelque chose de bien plus puissant s'est produit. Ils se sont vus. Aucune traduction nécessaire. Pas besoin de diplomatie, juste de reconnaissance. Et alors qu'il se levait pour partir, Biden n'a pas serré la main de Traoré. Il posa une main sur son épaule, ferme, stable, silencieuse. Ce n'était pas encore le moment pour le monde de voir ce moment. Mais la promesse a été faite. J'ai été là où tu es, dit doucement Biden. Et quand le poids devient trop lourd, ne le porte pas seul. Ce câlin lors de la conférence de presse, ce n'était pas une surprise. C'était l'accomplissement d'un vœu silencieux prononcé dans une pièce que le monde n'avait jamais vue. Et dans cet espace oublié où le chagrin a rencontré la grâce, un lien est né avec le monde. Il avait l'air calme, vif dans son uniforme, calme derrière les micros, confiant à chaque pas. Mais lorsque les lumières se sont éteintes, lorsque les caméras ont cessé de tourner, Ibrahim Traoré n'était plus qu'un homme marchant seul dans l'obscurité. Ils l'appelaient le plus jeune président du continent. Ils ont loué ses discours, débattu de ses opinions politiques, analysé sa posture. Mais personne n'a demandé ce que cela coûtait de se tenir aussi haut. Personne n'a vu les chevaliers, les vrais chevaliers. Là où il était assis en silence, regardant des cartes tachées de sang et d'espoir. Là où les appels téléphoniques apportaient des nouvelles, le cœur devait les porter. Un village brûlé, un convoi pris en embuscade, un enseignant disparu. Là où chaque décision signifiait la vie ou la mort de quelqu'un. Il n'y a pas eu de tour de gloire dans son bureau. Seulement des questions, comment puis-je résoudre ce problème? Par où commencer? Combien de sacrifices supplémentaires faudra-t-il faire? Parfois, lorsque le sommeil refusait de venir, il quittait le palais. Pas de sécurité, pas de projecteur,
juste un sweat à capuche, une ombre et les rues de son pays. Il marchait parmi les peuples en tant que chef, mais en tant qu'auditeur. Il s'accroupissait à côté des vendeurs de rue et écoutait leurs histoires. Il partageait du pain avec des garçons orphelins et leur demandait à quoi ils rêvaient. Il s'est assis avec des mères qui avaient perdu leur fils et n'a rien dit, parce qu'il n'y avait pas de mots. Ces moments n'ont pas fait la une des journaux, mais ils ont été au cœur de sa présidence. Il n'a pas gouverné par la force. Il a conduit par amour. Et l'amour, apprit-il, était le fardeau le plus lourd de tous. Parce que lorsque vous aimez votre peuple, sa douleur devient la vôtre. C'est pourquoi ce câlin, ce seul câlin inattendu, signifiait tant. Ce n'était pas une approbation. Ce n'était pas une stratégie. C'était une reconnaissance. Pour un homme qui avait porté son pays sur son dos, souvent en silence, ce fut un moment où il était vu. Un moment qui murmurait, « Tu n'es pas invisible. Tu n'es pas seul. » Mais même si le monde réagissait, même si l'image devenait virale, Traoré ne pouvait pas se permettre de s'arrêter. Il est retourné à son bureau. Il y avait des politiques à élaborer, des écoles à reconstruire, des consignes de sécurité à lire. Il n'a pas eu le temps de savourer le moment. Il lui restait trop de choses à combattre. Mais quelque part, au plus profond de sa poitrine, quelque chose a changé. Cette étreinte avait allumé une petite flamme en lui, une étincelle qu'il pensait avoir perdue. Espoir. Pas du genre bruyant. Pas des banderoles ni des défilés, mais plutôt des défilés discrets. Le genre qui reste quand les discours se terminent. Le genre de chose qui permet à un homme de rester debout, quand tout le reste s'effondre. Et pour un leader comme Ibrahim Trou, il a marché à travers le feu, pleuré en silence et dirigé avec cœur. Cet espoir était tout. Sous tous les angles, les caméras l'ont capturé. Des images fixes, au ralenti, en haute définition, décortiquées à la télévision mondiale. Mais malgré tous leurs objectifs, malgré tous leurs mégaoctets de séquences, pas une seule caméra n'a réussi à capturer ce qui comptait vraiment. L'étreinte semblait simple, spontanée, inattendue. Mais dans le silence qui suivit, quelque chose de bien plus puissant s'éveilla. La conférence de presse s'est poursuivie. Des mots ont été prononcés. Des drapeaux encadraient l'arrière-plan. Mais personne n'écoutait vraiment. Ils étaient encore à l'intérieur à ce moment-là. Une poignée de main était attendue. Peut-être un signe de tête, mais un câlin qui a brisé toutes les règles. Et les règles ne sont pas enfreintes sans raison. Les spéculations ont envahi les ondes, était-ce le signe d'un changement d'alliance? Une subtile réprimande du cynisme ou simplement un vieil homme qui outrepasse le protocole? Les théories se sont multipliées. Les commentateurs se sont affrontés. Mais à travers les villes poussiéreuses et les champs tranquilles de Burkina Faso, on se souciait peu de l'analyse. Ils se souciaient de ce qu'ils ressentaient. Et ce qu'ils ressentaient, c'était ceci. Pour une fois, le monde regardait leur histoire avec des yeux humains. L'étreinte n'a pas effacé les problèmes. Cela n'a pas mis fin au conflit, mais cela a offert quelque chose que les gens n'avaient pas vu depuis des années, dignité. Traoré n'a pas bronché pendant l'étreinte. Il n'a pas souri aux caméras, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Pas une libération de faiblesse. Pendant des années, il a porté le chagrin de son pays comme une armure. Chaque perte, chaque cri, chaque déception les a tous épuisés. Et dans cette étreinte, quelqu'un a finalement touché l'armure et ne s'est pas détourné. La salle avait halté. Oui, mais Traoré a respiré profondément une seule fois, et le monde l'a manqué. Ils n'ont pas remarqué que ses doigts s'enroulaient à peine autour du dos de Biden. Non pas par résistance, mais par incrédulité. Ils ont raté le moment où il a cligné des yeux juste une seconde de plus que d'habitude. La pose invisible d'un homme qui avait oublié ce que cela faisait d'être reconnu. Pour lui, cette étreinte n'était pas politique. C'était personnel. Un message délivré sans mots, vous vous êtes battu pour tout le monde. Laissez quelqu'un se battre pour vous aussi. Et Biden, malgré les caméras, malgré les murmures à son oreille, ne l'a pas lâché rapidement parce qu'il savait qu'il avait été l'homme qui avait tout donné, tout en portant des blessures que personne n'avait vues. Il avait vu son propre monde s'effondrer et il était quand même présent. Et maintenant, debout face à face avec une version plus jeune de cette même douleur, il donnait ce que lui seul pouvait donner, de la présence. Alors, le monde a débattu. Les analystes ont pontifié. Mais à l'intérieur de cette pièce, deux hommes avaient déjà dit tout ce qu'ils avaient à dire. Sans un mot, un flash peut capturer une image, mais seul le cœur peut saisir une vérité. Et la vérité était la suivante. Ce câlin n'était pas une stratégie. Ce n'était pas un spectacle. C'était une rencontre d'âme maussade devant le monde entier. Longtemps après que les applaudissements se soient estompés, longtemps après que les journalistes aient quitté la salle, Joe Biden était assis seul dans sa suite d'hôtel, toujours vêtu du même costume qu'il avait porté sur scène. Les caméras étaient éteintes. Les conseillers étaient partis. La pièce était calme. Et ce moment-là, cette étreinte, tournait encore et encore dans son esprit, comme une bobine qui ne s'arrêtait pas, non pas parce qu'il le regrettait,
mais parce qu'elle venait d'un endroit qu'il n'avait pas touché depuis des années. Il n'avait pas prévu de le faire. Il ne l'a pas répété. Mais quand il vit Ibrahim debout là, les épaules carrées, les yeux alertes, mais le poids de quelque chose d'ancien derrière eux, il le sentit. Cette douleur. Cette douleur que seul un leader connaît. Le genre qui se cache derrière une poignée de main ferme et un sourire d'entraînement. Le genre de personne qui chuchote dans le noir quand personne d'autre n'est réveillé. Cela lui rappelait les lumières de l'hôpital, la main de Bose qui glissait hors de la sienne, l'écho du rire de sa fille, perdu dans le craquement du métal d'un accident de voiture, le moment où il entrait dans les chambres du Sénat quelques heures après avoir enterré les gens qu'il aimait. Parce que le devoir n'a pas attendu. Et maintenant, des années plus tard, il a vu cette même force hantée chez un jeune homme à l'autre bout du monde. Ibrahim Traoré n'était pas seulement un titre ou un dignitaire étranger. Il était lui-même, des décennies plus tôt, avant le titre, avant le vernis, quand la douleur était encore trop proche de la peau. C'est pourquoi il l'a serré dans ses bras. Parce qu'il y a des poids auxquels on ne survit pas sans que quelqu'un, quelque part, dise « je te vois ». Pas en tant que leader, pas en tant que symbole, mais en tant qu'homme. Et à ce moment-là, Biden ne se souciait pas de l'apparence. Il se souciait qu'un jeune dirigeant portant le chagrin d'une nation entière se tienne debout alors qu'il avait toutes les raisons de s'effondrer. Il ne voyait pas la politique. Il a vu du courage. Brut, non enseigné, saignant à travers le costume. Et cette étreinte, ce n'était pas un acte de pouvoir. C'était une bouée de sauvetage lancée à travers un océan de chagrin. Parce que Biden le savait mieux que quiconque. Le leadership isole. La perte isole davantage. Et le monde offre rarement la grâce à ceux qui portent les deux. Il espérait que les caméras ne l'avaient pas déprécié. Il espérait que les médias n'en feraient pas un simple segment entre deux pauses publicitaires. Parce que ce qui s'est passé entre eux n'était pas destiné à faire la une des journaux. C'était pour les nuits calmes, les points de rupture, les prières silencieuses. Joe s'est penché en arrière sur sa chaise. Les lumières de la ville à l'extérieur scintillaient à travers la fenêtre. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas comme l'homme le plus âgé de la pièce. Il se sentait comme quelqu'un qui venait de transmettre quelque chose de sacré. Pas un conseil, pas une stratégie, mais une torche allumée par la douleur, stabilisée par l'espoir, et transmise non pas par des mots, mais par une étreinte. L'étreinte était terminée. Les discours étaient terminés. Les cortèges de voitures se sont mis en route. Mais le monde n'avait pas fini de regarder. Dans les salles de rédaction de tous les continents, les présentateurs se sont démenés pour trouver leurs mots. Dans les podcasts, les analystes décortiquent chaque seconde. Clip après clip, boucle en boucle, l'immobilité de Traoré, la portée de Biden. La façon dont la pièce semblait se figer dans le temps n'avait aucun sens. La politique mondiale ne fonctionnait pas de cette façon. Pas avec des gestes aussi crus. Pas avec une émotion aussi non filtrée. Alors, le monde a commencé à se poser des questions. Était-ce stratégique? Y a-t-il eu un accord secret? Les États-Unis venaient-ils de signaler un changement radical dans leur politique internationale? Mais la vérité, la véritable vérité, ne se trouve pas dans des briefings classifiés ou des notes de sécurité. Cela se répercutait sur la façon dont les gens ordinaires réagissaient. Dans un bar bondé de Berlin, un homme a levé son verre et a murmuré, cela semblait réel. Dans un village près de Ouagadougou, une famille était assise autour d'une vieille télévision, les yeux écarquillés par quelque chose qu'ils n'avaient pas ressenti depuis des années, la reconnaissance. Et dans un appartement calme de Sao Paulo, un jeune journaliste a regardé les images et s'est dit, peut-être que le leadership ne doit pas toujours être froid. Pendant des semaines, l'étreinte a fait la une des journaux. Numéro 1 de la tendance des câlins. Les artistes l'ont esquissé. Les poètes en ont parlé. Les adolescents l'ont transformé en montages agrémentés de musique pleine d'espoir. Et pourtant, même dans les vagues d'admiration, il y avait aussi des critiques. Certains l'ont qualifié de naïf, bien que doux, bien qu'émouvant, bien que hors scénario. Certains ont déclaré que cela brouillait les frontières entre diplomatie et sentimentalité. Mais pour chaque cynique, il y avait 10 autres personnes qui ressentaient quelque chose qu'elles ne pouvaient pas vraiment nommer, mais qu'elles ne voulaient pas laisser partir. Parce que cette étreinte n'a pas seulement uni deux hommes. Cela a rappelé aux gens, au-delà des frontières, des langues et des croyances, que le monde n'était pas entièrement devenu dur. Cela leur a rappelé que le leadership, dans son essence même, doit toujours être ressenti comme humain. Et quelque part au milieu de cette tempête de couverture médiatique, un homme est resté silencieux. Ibrahim. Il n'a pas fait d'éloge. Il n'a pas expliqué. Il est retourné au travail. Il y avait des pénuries alimentaires à résoudre, des écoles à reconstruire, des familles à protéger, de l'espoir à restaurer. Pour lui, l'étreinte n'était pas un moment de campagne. Ce n'était pas un effet de levier. C'était du carburant. C'était un feu silencieux qui s'était rallumé dans sa poitrine. Une petite vérité éclatante, peut-être, juste peut-être,
il ne parcourait pas ce chemin entièrement seul. Et il avança donc avec détermination, et non avec faste. Mais les gens l'ont remarqué sur les marchés, dans les bus, dans les églises et les mosquées. Ils en parlaient non pas comme d'un commérage, mais comme d'une graine, une graine de croyance selon laquelle le monde ne leur avait pas tourné le dos. Dans ce seul geste improvisé, quelque chose a commencé à grandir. Pas de politique, pas de législation, mais de l'espoir. La monnaie la plus puissante de la Terre. Et le monde, malgré tout son bruit et sa confusion, l'avait ressenti. Quelque chose de réel s'était produit. Quelque chose de rare, quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué, seulement ressenti. Et tout avait commencé avec deux bras tendus au-delà de la distance, au-delà de la douleur, au-delà du pouvoir, dans une seule étreinte émouvante pour l'âme. Bien avant les caméras, avant le titre, avant que le poids d'une nation ne repose sur ses épaules, il y avait une nuit, pas de garde, pas de gros titres, juste un homme et le silence d'un monde sur le point de changer. La veille de son investiture en tant que président, Ibrahim Traoré était assis seul dans une petite pièce à la périphérie de la capitale. Pas un palais, pas une suite d'hôtels, juste 4 murs et l'écho de ses pensées. L'horloge sonnait plus fort que d'habitude. Chaque seconde semblait poser la même question, « Es-tu prêt ?» Il ne l'était pas. Comment pourrait-il l'être? Il regarda son reflet dans un miroir fissuré. Ses yeux étaient fixes, mais ses mains tremblaient. Non pas par peur du pouvoir, mais par le poids insupportable de l'attente. Il pensait aux visages, des milliers d'entre eux, des enfants qui n'avaient pas vu une salle de classe depuis des années, des mères qui pleuraient sans un bruit, des agriculteurs priant pour la pluie et la paix à parts égales, des soldats trop jeunes pour avoir des cicatrices et déjà enterrés. Il pensait à son meilleur ami, Idriss, qui aurait dû être à ses côtés, mort en protégeant un convoi 6 mois plus tôt. Ce souvenir le frappa comme une vague, le sang, le silence, le siège vide à côté de lui depuis lors. Il serra les poings. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il dans le noir. Aucune réponse ne va. Juste le bourdonnement d'une ville qui ne dort jamais vraiment. Il n'avait pas choisi ce chemin pour la gloire. Il n'avait pas envie de caméra ni de drapeau. Il voulait quelque chose qu'aucun dirigeant ne semblait capable de lui donner, pas seulement des traités sur papier, mais la paix dans les cœurs. La paix qui permet aux enfants de dormir, qui permet aux pères de rentrer à la maison, qui permet aux mères d'espérer. Mais plus il s'y efforçait, plus le monde le retenait avec la politique, la pression et la douleur. Il enfouit sa tête dans ses mains. Il n'était qu'un homme. Que pourrait bien changer un homme? Puis, sans prévenir, il se souvint de quelque chose qu'Idriss lui avait dit un jour, on ne porte pas la nation en la soulevant. On la porte en l'aimant. Et c'était tout. La raison pour laquelle il se lèverait demain, non pas parce qu'il était prêt, non pas parce qu'il était sans peur, mais parce qu'il les aimait, tous, les brisait, les oubliait, les trahit. Il se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la ville endormie. Quelque part là-bas, un enfant rêvait. Il a juré de protéger ce rêve. Et quand le matin arriva, il entra dans la lumière, non pas comme un homme parfait, mais comme un homme volontaire. Cette nuit l'a changé. Cela a durci son objectif, mais cela a également adouci son cœur. Alors, quand Joe Biden l'a serré dans ses bras quelques mois plus tard devant le monde entier, ce n'était pas seulement un câlin. C'était un message de l'univers, tu n'étais pas censé porter ça seul. Et soudain, cette longue nuit silencieuse ne semblait plus si loin. On a eu l'impression que c'était le cas au Burkina Faso. Tout a commencé par un scintillement, une télévision granuleuse dans un café de village, une radio cabossée sur un étal de marché, un clip Facebook diffusé sur un écran de téléphone fissuré, puis le silence. Pas celui qui naît de la peur, mais celui qui naît de la crainte. Les gens n'ont pas applaudi. Pas au début. Ils ont regardé. Les mères serraient leurs enfants un peu plus fort. Les pères se tenaient debout, les bras croisés, les yeux fixes. Les adolescents se penchaient en avant, le cœur battant. L'image était simple, 2 hommes, une étreinte puissante. Mais pour le peuple du Burkina Faso, ce n'était pas du tout simple. Ils connaissaient l'expression du visage de Traoré. Ils l'avaient vu dans leur propre rétroviseur, l'épuisement, le feu, la douleur d'aimer un pays qui ne vous a pas toujours aimé en retour. Ils se souvenaient des couvre-feux, des étagères vides, des funérailles sans nom. Ils se souvenaient du silence de la scène internationale lorsque leur voix criait. Et maintenant, soudain, de manière impossible, le monde écoutait. Non pas à leur douleur, mais à leur dignité. Ce câlin n'a pas réparé les routes cassées. Cela n'a pas permis de reconstruire les salles de classe effondrées ni de ramener les disparus, mais cela a eu un sens. Cela signifiait qu'ils comptaient. Et parfois, c'est là que la guérison commence. Dans une ville rurale à l'extérieur de Bobo-Dioulasso, une femme âgée nommée Mamada a regardé les images et a murmuré une prière. Ni pour l'argent, ni pour la protection. Elle a prié pour que son président et son peuple aient du courage. Dans une école dont la moitié du toit avait disparu, un jeune garçon nommé Kater a levé la main et a demandé à son professeur,
Pensez-vous que le président Traoré s'est senti aimé lorsqu'il a été serré dans ses bras comme ça? L'enseignante n'a pas répondu tout de suite car ses yeux étaient humides. À ce moment-là, dans d'innombrables recoins d'une nation fatiguée, quelque chose de fragile a pris racine. J'espère que ce n'est pas bruyant, pas tapac sans grave-l'œil, mais stable, comme une graine sous un sol sec, goûtant enfin la pluie. Les marchés bourdonnaient de discussions non pas sur la guerre, mais sur l'émerveillement. Les salons de coiffure ne débattaient pas de politique, mais de possibilités. Les anciens se sont rassemblés sous les arbres, hochant doucement la tête comme pour dire « Oui, nous l'avons vu aussi ». Et pour la première fois depuis longtemps, les gens rêvaient ensemble, non pas de s'échapper, mais de construire, de rester, de planter, d'avancer. Parce que si le monde pouvait s'arrêter ne serait-ce qu'un instant et voir l'homme qu'ils suivaient comme plus qu'un titre, peut-être que le monde pourrait les voir aussi. Et ainsi ils se sont redressés un peu, ont marché un peu plus fermement, se sont tenus un peu plus longtemps, tout cela à cause d'un moment qui a duré 5 secondes, mais qui a résonné dans 5 millions de cœurs. Les rues du Burkina Faso n'ont pas connu de véritable éruption de joie. Ils se sont déroulés dans une résolution tranquille. Car l'espoir, lorsqu'il revient enfin sur une terre blessée, ne crie pas. Il chuchote. Et ce murmure, né d'une étreinte à des milliers de kilomètres, était désormais une promesse, tu n'es pas oublié. Le monde a continué à avancer. De nouveaux titres sont arrivés. De nouveaux conflits ont éclaté. De nouveaux visages ont rempli les écrans. Mais quelque part sous le bruit, quelque chose avait changé. L'étreinte de quelques secondes refusait de s'estomper. Parce que certains moments ne demandent pas d'attention. Ils l'ancrent. Et dans les foyers à travers les continents, les gens en parlaient encore, non pas comme des ragots, mais comme des souvenirs, parce qu'ils le ressentaient. Et dans les coins tranquilles de son bureau présidentiel, Ibrahim Traoré faisait de même. Les jours qui ont suivi la conférence ont été marqués par des briefings incessants sur la sécurité, des rapports sur la sécheresse, des crises que personne en dehors des frontières ne comprendrait jamais. Mais quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas la confiance qui avait toujours été là. C'était une conviction désormais renforcée par un sentiment qu'il ne s'était pas permis depuis très, très longtemps, appartenance. Cette étreinte ne l'avait pas seulement vu. Cela lui a rappelé que le leadership ne se mesure pas en termes de peur mais de compassion, et que les meilleures révolutions ne commencent pas par des balles mais par de l'empathie. Il pensait à son peuple, à Kater l'écolier qui posait des questions sur l'amour, à Mamada la vieille femme qui murmurait des prières. Ils n'attendaient pas la perfection. Ils attendaient des cadeaux. Et Traoré pourrait leur donner cela. Il marchait donc, non pas en triomphe, mais avec détermination, dans des salles de classe sans toit, dans des villages sans eau potable, dans des hôpitaux aux étagères vides, non pas comme une figure de proue, mais comme un serviteur. Il a serré la main des agriculteurs dont les récoltes avaient échoué. Il s'est assis avec les familles en deuil et a écouté. Écouté vraiment. Il se tenait devant des fosses communes et murmurait chaque nom à voix basse. Et la nouvelle s'est répandue, non pas d'un miracle, mais d'un homme qui était resté. De retour à Washington, Biden a reçu une lettre manuscrite. Pas de caméra, pas d'annonce. On pouvait y lire simplement, le monde n'avait pas besoin de comprendre cette étreinte. J'avais juste besoin de la ressentir. Merci de m'avoir rappelé que la force d'un leader ne réside pas dans la force de ses paroles, mais dans la profondeur de son écoute. Pas de signature, juste une initiale, J. Et Biden sourit. Non pas à cause de la politique, mais à cause de l'héritage. Parce que le leadership, lorsqu'il est bien fait, n'est pas hérité. C'est partagé. À travers les océans, à travers les générations, à travers les moments qui comptent. Et maintenant, un tel moment résonnait plus fort que jamais. Les artistes l'ont peint, les historiens l'ont noté, et les citoyens, émus, meurtris, mais toujours debout, l'ont porté en avant. Un câlin, juste un câlin, mais aussi un début, une étincelle dans l'obscurité, un fil à travers le bruit, un rappel que l'humanité n'est pas une faiblesse, mais une arme contre le désespoir. Alors, si vous m'écoutez maintenant et que vous vous demandez si les petits gestes comptent, c'est vrai. Parce qu'une révolution du cœur commence par un simple contact, un regard, un choix. Et parfois, cela commence par un câlin que personne n'a vu venir, mais que personne n'oubliera jamais. Si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Et dites-moi en commentaire, de quel pays me suivez-vous? J'ai hâte de découvrir toutes vos origines.